Bienvenue à ce webinaire sur l'adaptation au changement climatique des espaces urbains, support des mobilités. On est ravis que vous soyez aussi nombreux à vous connecter à ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Cariello. Je m'occupe des sujets d'aménagement durable chez Envirobat Occitanie. Donc pour ce webinaire, on a choisi de traiter de ce thème des mobilités douces qui sont à la fois des leviers essentiels pour la santé et l'atténuation du changement climatique. En revanche, on constate que nos déplacements sont de plus en plus exposés aux effets du changement climatique, donc les vagues de chaleur qu'on subit actuellement, mais aussi ça peut être des inondations, tempêtes, etc. Donc le dérèglement climatique transforme nos façons de nous déplacer et n'est pas sans impact sur notre santé. Quand le changement climatique redessine les mobilités, comment aménager des espaces urbains résilients? Donc pour commencer, nous allons voir les enjeux en termes de changement climatique et de santé, puis les leviers pour vous aider à y répondre dans vos opérations d'aménagement et à partir de retours d'expérience concrets en Occitanie. Sur le contexte, donc ce webinaire est réalisé dans le cadre du nouveau BAOS en Occitanie et avec le concours des partenaires financiers du PRSE 4, que je remercie. À savoir que depuis 2025, notre association Envirobat Occitanie et la région Occitanie portent la première communauté Nouveau BAOS en Occitanie. Donc l'acronyme NEB que vous voyez est en fait le New European BAOS que nous avons décliné, nous, en région Occitanie. Je donne la parole à Agnès Langevin, vice-présidente en charge du défi climatique, du pacte vert et de l'habitat durable en région Occitanie, pour l'ouverture de cet événement. Merci, bonjour à toutes et tous. Déjà, je vérifie, tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Parfait. Merci pour l'organisation de ce webinaire et pour l'invitation, puisque vous l'avez rappelé, nous avons un partenariat important avec Envirobat qui, dans le cadre du plan Habitat durable, porte cette communauté d'acteurs, d'engagement, qui est le New Bauhaus européen. Il y a beaucoup d'axes autour de la question de l'habitabilité, autour de l'habiter, autour des transformations, des modèles d'aménagement. Là, aujourd'hui, un enjeu essentiel qui est celui des mobilités dans une région fortement impactée par la hausse des températures. Je crois que aujourd'hui, la météo est assez forte pour un nombre d'entre nous en région Occitanie, une région qui est très attractive, qui accueille aussi beaucoup de nouveaux habitants, à peu près 40 000 chaque année, avec des pressions du coup anthropiques très fortes, des sujets d'aménagement, notamment littoraux, qui nous obligent à penser d'ores et déjà la respatialisation des activités, des infrastructures, des façons aussi de vivre, de travailler, de consommer également et d'accueillir, puisque nous sommes également une région très touristique. Dans le cadre de sa stratégie, de sa vision de l'aménagement, à travers notamment le document roi, j'ai envie de dire, de l'aménagement du territoire dans notre région, ce qu'on appelle le SRADET, nous avons pensé évidemment la mise en cohérence de nos politiques, donc je le disais, touristiques, économiques, de mobilité, de transition énergétique, de biodiversité, avec chaque fois comme fil rouge la question du lien, donc comment les territoires sont reliés. Comment aussi on déconcentre, j'ai envie de dire, les pôles entre les deux métropoles et à la fois les villes moyennes, mais aussi les territoires plus ruraux, pour à la fois que nous puissions évidemment circuler, nous rencontrer, aller travailler, mais avec aussi une accessibilité qui est améliorée, que ce soit sur le plan évidemment du maillage des différents réseaux de transport, de leur intermodalité, mais aussi en termes d'accessibilité tarifaire, puisque nous sommes aussi une région
où le taux de précarité, les vulnérabilités sont également fortes. Donc vous connaissez, je ne vais pas revenir sur la politique portée par la présidente Carole Delga en matière de tarification autour des trains LIO, puisque nous sommes une région fortement engagée à la fois dans des réouvertures de lignes, dans l'augmentation très significative du nombre d'usagers, d'accès, de gratuité, d'usage pour les jeunes, pour les moins jeunes. Je pense que tout le monde a bien cette politique évidemment en tête. Mais pour nous, l'important, c'est d'inscrire dans toutes nos politiques d'aménagement la question de l'accès aux mobilités bien sûr décarbonées, à la fois pour permettre une continuité, je le disais, dans les différents modes de transport dans un parcours, mais aussi de pouvoir avoir accès notamment à ces pôles, d'organiser en tout cas la conception de l'aménagement autour de ces pôles d'intermodalité notamment. La région Occitanie a 10 ans. Nous avions organisé des états généraux des mobilités qui avaient rencontré un grand succès et qui avaient permis justement de dresser les priorités en termes de mobilité, en termes de transport. Aujourd'hui, nous relançons avec mon collègue Jean-Luc Gibelin une nouvelle consultation qui donc a démarré avec un temps fort dans le Lot le 7 juillet et qui aboutira à la création d'un comité de dialogue citoyen à la fin donc de cette année 2026. Alors évidemment, pour nous, dans ce schéma d'aménagement, on croise des sujets importants, je le disais, des sujets sociaux, avec une accessibilité au transport en commun dans un contexte évidemment où le prix de l'essence, le poids sur le budget et donc sur le pouvoir d'achat des mobilités, notamment contraintes, est quand même très important. De pouvoir à la fois autopartager, donc avec une incitativité sur donc le partage de véhicules, par exemple, entre collègues. Et nous avons bien sûr toute une politique d'accès aussi et nous les avons votés la semaine dernière, d'accès à des véhicules électriques d'occasion, des primes pour l'achat de vélos. Bref, on a vraiment tout un panel qui vraiment accompagne les habitants de la région dans la transformation de ces mobilités. Je ne vais pas être plus longue, hein, vous allez rentrer dans des exemples très précis, euh, avec évidemment toujours au cœur d'un projet d'aménagement, hein, la question des connexions et la question de l'accès évidemment aux mobilités dans une région, vous l'avez rappelé, hein, qui est fortement impactée par le changement climatique. Il y a des trajets quand il fait 45, 46, parfois 50 degrés dans certains quartiers de ville où se déplacer même évidemment à pied ou à vélo pose des problèmes de santé publique et ça fera l'objet, je pense, des interventions à venir. Donc, merci beaucoup pour votre engagement, pour l'innovation, pour l'échange et les retours d'expérience pour transformer un territoire. C'est à la fois beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup de réflexion à mener et d'adhésion, d'engagement à susciter. Merci beaucoup. Merci à vous, Agnès Langevin. En effet, du coup, au niveau du programme, donc les interventions sont très variées. En introduction, Laure Valette de la DREAL Occitanie présentera les enjeux de l'adaptation au changement climatique et des risques sur le secteur des transports. Ensuite, Sandrine Bengois de l'Agence régionale de santé Occitanie vous présentera les liens entre changement climatique, santé et mobilité.
En troisième partie, Marine Gwezel du bureau d'études Visea présentera plutôt des éléments de méthode pour concevoir des projets de mobilité adaptés au changement climatique à partir de retours d'expérience de leur agence. Et enfin, des maîtres d'ouvrage d'opération présenteront leurs projets et les réflexions qui les ont amenés à traiter de l'adaptation au changement climatique. Donc, en première partie, sur la nouvelle ligne de métro toulousaine, Tisséo Ingénierie et Toulouse Métropole, donc Erwan Carpentan et Céline Cohen. Et enfin, Noé Dupuis de Tisséo Collectivité et Victor Belloc, bureau d'études Terrociel qui les a accompagnés, vous présenteront comment ils ont traité de l'adaptation au changement climatique sur les sites et parkings imperméabilisés de Tisséo. Donc, je laisse la parole à Laure Valette. Bonjour à tous. Alors oui, je suis Laure Valette, je suis chargée de mission climat à la Direction régionale environnement, aménagement et logement. Et voilà, on m'a chargée de vous présenter les impacts du changement climatique sur le secteur des transports. Mais avant de faire cela, je voulais vous partager le contexte national qui est la stratégie française énergie-climat. Alors cette stratégie, elle est adossée à plusieurs documents de planification et à deux objectifs. Donc le premier objectif, c'est atteindre la neutralité carbone à 2050 avec la stratégie nationale bas carbone et la planification pluriannuelle de l'énergie qui vise à diviser notre consommation d'énergie par 2 d'ici 2050. Mais aussi un deuxième objectif qui est adapter la France au climat du futur avec un document que l'on appelle le Plan national d'adaptation au changement climatique. Et la troisième édition de ce plan est parue en 2025, au mois de mars, et je vais vous en dire quelques mots. Peut-être juste avant, vous repréciser quelques notions. Vous voyez que cette stratégie française énergie-climat, elle est adossée à la fois sur de l'atténuation et sur de l'adaptation, mais ce sont bien deux notions qui sont complémentaires mais distinctes. Donc, quand on parle de risque climatique, on parle d'un aléa, une inondation, une sécheresse qui vient rencontrer la vulnérabilité d'un territoire, de personnes. Quand on parle d'atténuation du changement climatique, on s'intéresse à traiter les causes du changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont de nature anthropique. C'est ce que veut la stratégie nationale bas carbone en proposant des solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi augmenter le stockage de carbone dans le sol, dans les forêts, par exemple. Et donc l'objectif, c'est bien de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Donc ça répond aux accords de Paris qui visaient à limiter le réchauffement à 1,5 degré et faire tout notre possible pour le limiter à 2 degrés. Mais on dit aussi que l'atténuation en termes de politique publique, c'est éviter l'ingérable. Tandis que l'adaptation, elle va s'intéresser aux conséquences du changement climatique. Donc c'est en gros comment on va faire pour éviter pour gérer l'inévitable. Et en fait, il est aujourd'hui nécessaire de se poser cette question dès maintenant, parce que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter, parce que les investissements que l'on fait aujourd'hui ont plusieurs dizaines d'années de vie et que ces investissements-là connaîtront le changement climatique de demain, et parce qu'on a aussi aujourd'hui déjà des activités, des secteurs qui ne sont plus adaptés au climat que l'on observe aujourd'hui. Donc, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, il vise justement à pointer quelles sont les actions que l'on doit faire d'ici 2030 pour s'adapter au changement climatique. Donc, ce sont en gros 52 fiches mesures, des mesures qui sont nationales et qui vont concerner tous les pans de la société. Donc, les citoyens, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, mais aussi l'État. Il se décompose en 5 axes et avec plus de 200 actions. Donc le premier axe, c'est protéger la population. Le deuxième, c'est assurer la résilience des territoires et des infrastructures. Et c'est dans cet axe-là que vous avez une mesure sur la résilience des transports et des mobilités. Vous avez un troisième axe sur la résilience économique et la souveraineté du pays. Un quatrième sur le patrimoine naturel et culturel. Et enfin, un dernier sur mobiliser tous les acteurs. Il y a un fil rouge à ce troisième plan qui est la prise en compte du climat futur dans
tous les secteurs et tous les territoires. Et qu'est-ce que ça veut dire, prise en compte du climat futur? C'est prise en compte de ce qu'on appelle la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc c'est une trajectoire qui est unique, une référence unique du coup, et qui vise à mettre en cohérence toutes les actions et politiques d'adaptation au changement climatique. Elle correspond à un scénario tendanciel des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'en l'absence de mesures additionnelles, les politiques et engagements de l'ensemble des pays pointent vers un réchauffement mondial de plus 1,5 degré en 2030, plus 2 degrés en 2050 et plus 3 degrés en 2100. Ce qui donne pour la France hexagonale plus de degrés en 2030, plus de 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. À l'échelle de l'Occitanie, on sait déjà que l'Occitanie se réchauffe plus vite que la moyenne française hexagonale, et donc on s'attend en 2100, selon la TRAC, à des températures moyennes de plus 4,2 degrés en 2100 par rapport à l'ère préindustrielle. Cette trajectoire, elle est inscrite au Code de l'environnement par décret du 23 janvier 2026. Donc en fait, c'est une première étape qui rend cette TRAC réglementaire. Elle est réglementaire, mais elle n'est pas opposable. En fait, ça veut dire qu'elle est inscrite dans tous les portées à connaissance de l'État et que tous les pétitionnaires, porteurs de projets, doivent justifier le fait qu'ils ne font pas référence à la TRAC ou qu'ils utilisent une autre référence, telle que les scénarios du GIEC, scénario RCP 8.5, etc. Cette TRAC, justement, c'est un scénario tendanciel, mais c'est un scénario tendanciel qui est bien basé sur les travaux du GIEC. Donc en fait, on est tout à fait en cohérence avec les différents scénarios du GIEC, mais on a une référence unique parce qu'on se dote d'une trajectoire. Alors, pour passer de la trajectoire aux impacts du changement climatique sur le secteur des transports. Donc là, on va un petit peu rezoomer sur qu'est-ce qui se passe en matière de transport avec le changement climatique. Il y a tout d'abord des conséquences sur les infrastructures, avec une dégradation accélérée, une destruction des infrastructures en raison des aléas climatiques. Donc tempêtes, érosion des côtes, glissement de terrain, chaleur, notamment avec la fonte de certains bitumes au-delà de 40 degrés. Il y a forcément aussi un impact sur les routes en montagne et également une pression sur les usages de l'eau dans les chantiers de maîtrise d'ouvrage routière. Globalement, il y a aussi un impact sur le transport de marchandises, les matières qui sont périssables, le transport d'animaux vivants. Et en termes de transport public, eh bien, les intempéries sont une première cause externe de retard à la SNCF. Il y aura aussi des conséquences sur les populations, avec tout d'abord un enjeu de sécurité et de confort des usagers des transports publics ou bien des transporteurs routiers, avec notamment une aggravation du risque routier lors de phénomènes météorologiques extrêmes. Il y aura aussi des dommages considérables sur les populations en cas d'événements climatiques majeurs, avec des difficultés d'approvisionnement, d'accès aux soins ou de communication. Et il ne faut pas oublier aussi que le secteur des transports, c'est aussi des conditions de travail pour les personnes qui en assurent la continuité. Donc notamment en période de canicule pour les agents de terrain et les contrôleurs de transport terrestre, mais aussi les entreprises du BTP et bien évidemment les transporteurs routiers. À cela s'ajoutent des externalités négatives, le fait que quand il fait trop chaud ou quand il pleut trop, on a tendance en tant qu'usager à privilégier des modes de déplacement qui sont, on va dire, plus carbonés que les modes de transport doux, tels que le vélo, la marche ou le bus. Et donc, cela va donner aussi une surconsommation énergétique avec des besoins accrus en climatisation, réfrigération des marchandises transportées. Et donc, ces externalités négatives, eh bien, elles ont un effet de fait sur l'aggravation du changement climatique parce qu'elles conduisent à émettre plus de gaz à effet de serre. Alors, la TRAC en Occitanie, je vais vous présenter là quelques éléments sur que va-t-il se passer à l'horizon 2050 selon ce scénario tendanciel.
Tout d'abord, on va avoir de plus longues périodes de forte chaleur dans les zones où il y a des principales infrastructures de transport. Donc, on va voir que le nombre de jours à plus de 40 degrés va doubler en 2050 par rapport à aujourd'hui. Donc, on voit notamment que l'arc méditerranéen est très touché et donc tout le maillage des réseaux de transport va l'être aussi. La sensibilité au feu va augmenter également, avec plus de 7 jours de sensibilité au feu en 2050 par rapport à aujourd'hui. Une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations, avec notamment le littoral qui va être particulièrement touché. Plus de 27 jours de sol sec en 2050. Donc là, ça nous renvoie au risque de retrait-gonflement des argiles, hein. Tout à l'heure, vous aviez une image de route qui se fissure. Eh bien, c'est principalement dû à ce phénomène. Et enfin, en conclusion, je voulais vous partager quelques chiffres clés sur les impacts du changement climatique sur le secteur des transports. Donc, on sait que le coût des dommages sur le transport, on s'attend à ce qu'il soit multiplié par 3 d'ici 2035 et par 6 d'ici à 2050, et ce seulement en raison des aléas climatiques. On observe 30 à 50 de la baisse de durée de vie des infrastructures de transport en montagne à cause des conditions climatiques. Et ce sont 206 tronçons routiers qui ont été détruits en France d'ici à 2050 à cause de l'érosion des côtes. Donc, en fait, le secteur des transports est particulièrement impacté par le changement climatique. J'en ai terminé, Chloé. Merci beaucoup Laure pour ce panorama des impacts du changement climatique sur les transports. Au niveau des questions, je crois qu'il n'y en a pas. Laura, dis-moi si je me trompe pas. Non, nous n'avons pour l'instant aucune question. Bon, mais très bien. Je vous propose qu'on poursuive sur l'autre présentation. Encore merci Laure pour cette présentation. Donc, on passe à l'intervention suivante. Sandrine Bengois de l'Agence régionale de santé. Je vous invite à prendre la main sur le diapo. Oui, normalement, je l'ai. Bonjour, Sandrine Bengois. Donc, je suis ingénieure à l'Agence régionale de santé d'Occitanie et je travaille entre autres sur les questions de lien entre l'urbanisme et la santé. Donc, nous allons aborder la question justement des liens avec la santé dans ce contexte de changement climatique et de son impact sur les mobilités. Alors, je vais commencer par quelques mots rapides sur l'ARS. On reverra rapidement la notion de santé, de déterminant de santé. Puis on viendra sur les liens entre mobilité et santé, entre santé et changement climatique. Et enfin, on verra quel est justement l'enjeu dans le contexte du changement climatique. Alors, juste en quelques mots pour indiquer que l'ARS, c'est des missions de régulation de l'offre de soins, mais c'est aussi des missions de prévention et que au sein de la politique de prévention, il y a la santé-environnement, qui est tout un pan de prévention, que l'ARS est implantée dans tous les départements d'Occitanie et que vous pouvez donc dans chaque département trouver une délégation départementale de l'ARS avec un service santé-environnement dont vous pouvez trouver les coordonnées dans le diaporama. Alors, vous le savez sans doute déjà, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais ça a été défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de complet bien-être physique, mais aussi de complet bien-être mental et complet bien-être social. C'est une ressource pour la vie de tout un chacun. C'est quelque chose de dynamique et global. C'est pas fixé à un temps T et c'est un droit fondamental. Donc, la santé est influée par de nombreux facteurs. C'est ce qu'on appelle les déterminants de santé. Ces déterminants de santé sont très nombreux. Vous le savez sans doute déjà, la santé de tout un chacun au plan physique, mental, social
est impactée par le concept global, que ce soit la paix, la guerre, les conditions économiques, tout ça, les systèmes dans lesquels on évolue, des systèmes d'éducation, les systèmes sociaux, les systèmes, les infrastructures, les systèmes d'aménagement du territoire, les milieux de vie au plus proche de nous, dans notre milieu familial, le milieu scolaire ou professionnel, les milieux d'hébergement, le voisinage. Et enfin, également, tout ceci va influer donc sur nos caractéristiques individuelles, qu'elles soient biologiques, qu'elles soient nos compétences personnelles, sociales, nos habitudes de vie et comportements, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que parmi ces très nombreux déterminants de santé, les sujets qui nous intéressent ici ont bien été identifiés. Il y a également eu des études qui ont chiffré et estimé le poids des habitudes de vie et de l'environnement s'élevant de 55% à jusqu'à 75% des causes de mortalité identifiées. Donc, on pourrait extrapoler en disant que 75% de l'état de santé, jusqu'à 75% de l'état de santé, peut dépendre de facteurs environnementaux et des habitudes de vie. Partant de là, si on revient sur les liens entre les mobilités et la santé, alors j'ai préparé cette diapositive qui dresse le portrait des aspects négatifs que vous savez sans doute déjà. Nos modes de déplacement actuels et notamment l'excès du recours à la voiture individuelle entraînent des risques importants. La sédentarité, tout d'abord, qui entraîne des maladies cardiovasculaires, le diabète, des cancers, de l'obésité, de l'anxiété, des dépressions. Le bruit, une étude en Île-de-France a indiqué que, en moyenne, par habitant d'Île-de-France, en vie entière, ce sont plus de 10 mois de vie en bonne santé qui sont perdus. Et parmi là-dedans, les causes de ces 10 mois de vie perdus, le bruit routier contribue à 61%. Le chiffre est très connu, j'imagine. Vous avez en tête de 48 000 décès par an au niveau national liés aux émissions de particules fines. Et au-delà de ces causes physiques, le véhicule individuel, c'est aussi mauvais pour la santé mentale et sociale parce que c'est un facteur d'exclusion par l'âge, les jeunes, les personnes âgées, par l'exclusion en raison de conditions physiques ou mentales et le poids économique que ça représente. Et puis, bien sûr, il y a une accidentologie qui est associée. Donc, c'est pas très brillant, mais il y a du coup un levier d'action très important. Est paru en mai de cette année un livre blanc de la prévention en santé dont j'ai bien aimé certaines formulations des problématiques que je vous propose que j'ai repris sur cette diapositive et que je vous propose de partager, qui invite notamment à voir l'espace de vie non pas comme un simple décor, mais comme l'infrastructure biologique de nos sociétés. Alors, le logement serait la première coquille, mais là-dedans, dans cette infrastructure biologique, nos modes de déplacement peuvent être vus comme notre premier traitement face à ce problème de la sédentarité, aujourd'hui devenue comme une asphyxie silencieuse de notre métabolisme et le mal structurel de nos modes de vie urbanisés. Et donc, ce livre global sur la prévention en santé indique que transformer nos infrastructures de transport en vecteurs de mouvement est désormais un impératif de santé primordial. Avoir du mouvement, c'est certes la contribution à la santé physique de tout un chacun. Je pense qu'on visualise assez facilement le sportif sur son vélo et on se dit, ah, ça lui fait du bien, c'est encore mieux. Mais c'est aussi retarder la dépendance. Avoir des modes de déplacement actifs, c'est faire du sport sans s'en rendre compte. On est dans une société vieillissante et tout ce qui va permettre de prolonger l'activité physique de la population va retarder la dépendance, avec tous les enjeux évidemment économiques, sociaux, mentaux et de société. Je reviens sur les quelques chiffres présentés par ce livre blanc. Donc, il nous indique que une mortalité prématurée peut être réduite de 10% grâce à 1h40 de vélo par semaine. À l'échelle sociale, 1 km à vélo, c'est 1 euro d'économie pour la société. Et je n'aurai pas le temps de le développer et je ne connais pas le détail, mais ce livre renvoie vers l'exemple de Medellín, qui apparemment a innové avec de nombreux dispositifs invitant aux mobilités plus actives et ils ont pu mesurer des effets directs sur les inégalités de santé, la santé mentale et la cohésion sociale. Donc je suis désolée, je l'ai vu dans ce livre, je ne le connais pas, je ne pourrais pas vous le développer, mais je vous invite à aller voir pour plus de détails sur ce qu'ils ont pu faire. Alors,
ce livre nous prévient aussi que les aménagements risquent fortement d'être sous-utilisés s'ils n'ont pas été co-construits avec les habitants, et la nécessité pour leur maintien dans le temps d'avoir une gouvernance transversale. Pour donner quelques chiffres locaux sur l'impact sur la santé, une étude est menée par Santé publique France sur 3 métropoles françaises pour se demander si on peut quantifier vraiment les bénéfices pour la santé, du coup, d'actions à mener sur les espaces verts, les mobilités actives et la chaleur et la pollution de l'air et le bruit. Et donc, des chiffres ont été déterminés pour Montpellier. Donc, je vais peut-être pas tous les lire, mais par exemple, pour les déplacements de 3 à 5 km, si 35% se faisaient à vélo en ce qui concernait les adultes, on pourrait éviter 640 décès chaque année à l'échelle de Montpellier Métropole. 10 minutes de vélo en plus par jour de semaine, 175 décès évités chaque année. Si on abaissait le seuil d'oxyde d'azote dans l'air à 10 microgrammes par mètre cube recommandé par l'OMS, on pourrait éviter chaque année aussi 200 cas d'asthme. Et puis bon, tout autre chiffre à l'appui dont vous pourrez prendre connaissance plus tard si vous le souhaitez. Alors, de façon globale, la santé sur le changement climatique, c'est un enjeu majeur. Alors, ça ne s'affiche pas. Ah si. Alors, du coup, je vais cliquer pour tout afficher. Donc, il y a un contexte global d'impact du changement climatique sur notre environnement avec des risques importants liés à l'eau, à l'alimentation, toutes sortes de choses. Je vous propose de passer un peu plus de temps sur ce qui se passe pour la santé lors des épisodes de forte chaleur. Donc, vous le savez, les températures extrêmes peuvent entraîner des morbidités par détresse respiratoire, par affection cardiovasculaire, par les coups de chaud, pouvant entraîner des mortalités. Évidemment, c'est souvent accompagné de dégradation de la qualité de l'air avec un impact sur la santé respiratoire. Ça s'accompagne aussi d'une dégradation de la santé mentale. À l'échelle globale, c'est anxiogène. En période de forte chaleur, ça ajoute encore du stress. Ça peut aussi ajouter de l'irritabilité, de l'agressivité par dégradation de la qualité du sommeil et du stress. Et puis, cette fatigue générale entraîne aussi une baisse de vigilance, une moindre résistance à l'effort. Le tout à raccrocher à la vulnérabilité des systèmes de santé en tant que système globalement impacté et qui, en période d'impact sanitaire lié aux fortes chaleurs, peut entraîner un débordement. Je rajouterai une diapositive qui est dans le diaporama qui sera mis en ligne, mais je vais juste vous parler à l'oral. J'ai pas trouvé en fait, il n'y a pas encore vraiment d'études épidémiologiques qui documentent les impacts sanitaires des vagues de forte chaleur en fonction des modes de transport utilisés. Par contre, l'ADEME et la Caisse des dépôts ont réalisé en 2024 une étude sur l'impact des fortes chaleurs sur les mobilités. Il ressort de cet impact qui a été mené à chaud directement et puis à froid après, donc qui a l'air d'avoir été construit de façon assez solide, que ce sont les 3/4 des individus qui, en période de forte chaleur, vont modifier de manière significative leurs activités et leurs déplacements. Jusqu'à 60% des personnes vont y renoncer. Ils vont renoncer prioritairement aux activités de loisirs. Donc là, on va avoir un impact sur l'activité physique, sur le ressenti, l'isolement, la santé mentale. Environ un tiers des personnes vont décaler leurs activités et leurs déplacements, soit en les avançant pour qu'ils fassent plus frais, soit en les retardant pour qu'ils fassent également plus frais. Il y a aussi un grand changement, 41% des achats qui sont décalés, ou alors le commerce physique est délaissé au profit du commerce en ligne. Et donc, cette notion de décalage temporel invite aussi à réfléchir justement à l'articulation des systèmes de déplacement sur ces modifications des rythmes en période de forte chaleur. Et enfin, moins de 10% de la population va changer son mode de déplacement. Donc, Laure Valette le disait tout à l'heure, malheureusement, en période de forte chaleur, le véhicule qui apparaît comme idéal, c'est la voiture individuelle, parce qu'elle est climatisée, parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts physiques, et que ça peut être rassurant d'être dans un cocon individuel.
Voilà, je viens de passer en revue les adaptations que font les personnes. En fait, 22% des répondants à l'enquête décrivaient que même en période de forte chaleur, en fait, ils n'avaient pas d'alternative à leur mode de déplacement habituel. Donc, il faut tenir compte aussi de ces publics qui sont davantage captifs. Je passe sur l'éco-bénéfice qu'il y a à adapter les modes de déplacement en termes du coup d'atténuation du changement climatique. Donc, vous l'aurez compris, il est vraiment important de maintenir les mobilités actives. Et comment les adapter aux conséquences du changement climatique? Donc, il s'agit de rafraîchir les espaces clos, que ce soit les rames de transport. Ça peut aussi éviter la forte chaleur dedans, ça peut constituer des espaces de répit. Mais il faut aussi rafraîchir les espaces extérieurs. Et donc, il va falloir lutter contre les îlots de chaleur aux abords des espaces supports de mobilité. Donc, ça peut passer par des actions de diagnostic, de cartographie, dans lesquelles on pourra penser à identifier en priorité les zones fréquentées par les populations sensibles, donc les enfants, les personnes âgées, on les écoles, les trajets pour se rendre aux écoles, tout ça, ce sont des points sensibles et qu'il est important de traiter. Donc les solutions sont assez classiques en termes de généralité. Il faut végétaliser, il faut désimperméabiliser, adapter l'albédo. Donc les villes de Toulouse, de Montpellier et beaucoup d'autres ont travaillé sur ces sujets de choix de matériaux, de choix de couleurs. Voilà, vous pourrez les retrouver. Donc désimperméabiliser toujours. Végétaliser, ça apporte de l'ombre et de l'évapotranspiration. Petit point d'attention sur le choix de la palette végétale par rapport aux allergies et par rapport aux arrosages et à la désimperméabilisation et tout ça, il va falloir faire attention en contexte de changement climatique à la création de gîtes larvaires. Il suffit d'une toute petite quantité d'eau accumulée pour que puissent se développer des animaux vecteurs de maladies, donc notamment le moustique tigre. Pour que les gens puissent poursuivre leur mobilité active, il faut qu'ils puissent se reposer. Donc prévoir des zones de repos. Et puis, bah voilà, le confort thermique du cycliste, important tout au long du trajet. Et j'échangeais hier avec quelqu'un qui me disait, bah, il fait chaud, je suis dégoûtée, d'habitude je me déplace à vélo, et là j'ai repris ma voiture. Et cette personne me disait, et c'est dommage, parce qu'en fait, le matin, je pourrais partir à vélo, mais je suis obligée de prendre ma voiture dès le matin parce qu'il fait trop chaud le soir pour rentrer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, il va vraiment falloir faire preuve aussi de créativité dans les idées pour chercher tous les petits centimètres à gagner où les mobilités actives peuvent être préservées, comme par exemple permettre de revenir avec son vélo, même si on ne veut pas pédaler le soir. Donc voilà, c'est ce que je vous ai noté. Il va falloir faire preuve de créativité, être volontariste. Donc par exemple, dans le cadre du plan régional santé-environnement, Pays Cœur d'Hérault mène une action sur les mobilités. Et puis je le rappelle, il y a les risques physiques, mais il y a les risques comportementaux qu'il faudra certainement prendre en compte avec les impacts sur la santé mentale, l'irritabilité, la baisse de vigilance, que ce soit les voyageurs comme le personnel. Voilà, et puis ça sera sur le diaporama, le PRSE peut être un soutien, il y a des plateformes ressources, et puis une bonne partie du territoire d'Occitanie est couverte par des contrats locaux de santé, qui peuvent être des lieux de réflexion et de support en fait pour la prise en compte de ces questions de santé. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir un peu débordé. Aucun problème, merci. Merci à vous, Sandrine, pour cette présentation. On y voit désormais plus clair sur les impacts qui touchent la santé. Je vais aller faire un petit tour dans le chat, voir s'il y a des questions posées par le public. Non, nous n'avons pas de Apparemment, questions. non. Donc, pas de questions. Donc, on poursuit sur la présentation suivante. Donc, Marine Gouezel, du bureau d'études VIVEA, sur comment concevoir des projets de mobilité adaptés au changement climatique. Marine, c'est à toi. Merci Chloé. Bonjour à tous. Marine Gauzel, donc je suis chef de projet en urbanisme et mobilité durable au sein du bureau d'études de VISEA Sud-Ouest à Bordeaux. Et à ce titre, je vais tenter de vous donner quelques clés, essentiellement méthodologiques et d'après quelques retours d'expérience pour concevoir des projets de mobilité qui soient adaptés au changement climatique.
Avant cela, notre philosophie, nos métiers en quelques mots. Nous sommes un bureau de conseil et d'ingénierie en développement durable. Et notre activité se décline à travers plusieurs échelles et à travers nos 5 métiers qui sont territoire, sur l'accompagnement d'élaboration de stratégies énergie-climat, par exemple. Urbanisme, accompagnement de quartiers durables, d'opérations de ZAC, démarches de certification ou autres. À l'échelle bâtiment, donc tout le volet qualité environnementale, que ce soit en construction ou en rénovation. Mobilité, depuis la stratégie jusqu'aux études préopérationnelles. Et enfin, auprès des entreprises ou des administrations pour les accompagner dans leur stratégie de transition, de décarbonation. Et aujourd'hui, dans tous nos métiers, dans toutes nos pratiques, on voit que les enjeux d'atténuation et d'adaptation constituent vraiment un fil rouge de nos interventions pour à la fois minimiser l'impact environnemental des projets, des activités, s'assurer qu'ils s'inscrivent bien dans les trajectoires définies au niveau national et local, on en a parlé plus tôt, hein, et surtout qu'ils offrent des conditions de logement, de travail, de déplacement qui soient vivables dans un monde à plus de degrés. Le premier constat et enseignement qu'on peut retenir pour concevoir des projets de mobilité adaptés au changement climatique, c'est d'abord qu'ils font appel à plusieurs compétences. Disons, d'un côté, il y a la compétence climat, plutôt de l'ordre de la stratégie, de la planification, et de l'autre, la compétence mobilité qui est beaucoup plus opérationnelle. Et généralement, ces compétences, elles sont assez bien distinctement réparties au sein de différents services, si on prend le cas d'une collectivité, ou au sein de bureaux d'études spécialisés. Si je creuse un peu l'exemple d'une communauté de communes, en fait, on va avoir souvent un interlocuteur en charge du PCAET ou du plan d'adaptation et un autre au sein des services techniques sur la gestion des aménagements cyclables ou des routes. Et les deux n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble ou en tout cas de se rapprocher, de s'approprier leurs sujets réciproquement, voire parfois ça rentre en contradiction entre schématiquement planter ou faire passer une piste cyclable sur une avenue. Donc, c'est un premier frein pour arriver à décliner les enjeux d'adaptation dans les projets de mobilité. Et il faut dire aussi que les projets de mobilité, ils sont peut-être par nature plus axés sur les enjeux de réduction des gaz à effet de serre, de report modal, plutôt que d'adaptation au risque ou au changement climatique. J'ai pris l'exemple côté maîtrise d'ouvrage, mais ça vaut aussi côté AMO et bureau d'études. En fait, il faut vraiment arriver à s'armer, entre guillemets, de compétences adéquates dès les groupements de réponse aux appels d'offres. Je vous ai mis un peu là sur une de nos études de faisabilité pour la réalisation de vélorocades sur l'agglomération de La Rochelle. On a fait équipe et avec un VRD sur la compétence vraiment technique de proposition d'aménagement et un paysagiste pour tout ce qui est intégration paysagère, en gardant visé à plutôt la casquette de cohérence d'ensemble, d'expertise transversale sur ces enjeux d'adaptation. Un deuxième constat, enseignement, et c'est directement lié, hein, mais c'est que de fait, les projets de mobilité, pour s'adapter, pour intégrer une logique de résilience, ils doivent dépasser le seul angle des mobilités, au sens vraiment infrastructure. On est plus sur une réflexion sur un espace donné qui est support de mobilité. Donc finalement, concevoir ces projets de mobilité, c'est comme concevoir des projets d'aménagement urbain. Qui prennent en compte les risques présents sur le secteur, qui les intègrent dès les intentions de projet, dans la programmation des espaces, dans la programmation des infrastructures de mobilité, et qui se traduisent par des mesures d'adaptation opérationnelle en phase chantier, en phase de conception d'abord, en phase chantier, voire en phase d'exploitation ensuite. On va voir un peu tout ça en détail. Connaître, comprendre les risques et les enjeux exposés, ça passe d'abord par une démarche de diagnostic, hein, c'est ce que disait l'intervenante là juste avant. Mais c'est vrai que les risques naturels et climatiques sont plus ou moins bien documentés. Selon leur typologie, c'est parfois difficile d'avoir de la donnée consolidée, localisée.
Et je pense notamment, j'ai mis l'exemple au risque inondation par ruissellement. On sait que c'est aggravé par l'imperméabilisation des sols, mais aussi beaucoup par le changement climatique avec des pluies plus intenses. Donc là, c'est un extrait d'une étude de risque que l'on mène sur le secteur des ponts jumeaux à Toulouse dans le cadre des études de maîtrise d'œuvre de la 13e ligne de métro. Et sur l'agglomération toulousaine, c'est l'élaboration du PAPI, le programme ou plan d'action de prévention des inondations, qui a permis d'aboutir à la connaissance assez fine des axes d'écoulement des emprises inondables en cas de pluie exceptionnelle et qui maintenant permet de vraiment mieux caractériser l'aléa dans tous les projets et de mieux s'adapter. Donc voilà, il y a vraiment aussi une différence entre les territoires et je vous ai mis d'autres sources de référence facilement consultables et notamment si vous ne connaissez pas le centre de ressources là, pour l'adaptation au changement climatique, il y a vraiment plein de choses. Donc je vous invite à aller faire un tour. Il y a plein de dossiers thématiques et c'est très, très intéressant. Alors parfois la donnée n'existe pas, ou en tout cas pas à l'échelle des projets de mobilité. Donc c'est aussi possible de mobiliser des outils de modélisation, de simulation pour à la fois mieux objectiver la vulnérabilité d'un secteur ou aussi surtout l'impact des aménagements qu'on projette sur cet espace. Donc vous pouvez voir là, c'est des exemples d'analyse de surface. À gauche, analyse de température de surface, pardon. À droite, les autres surfaces. Et au-delà de l'aspect assez visuel de ces modélisations, qui parfois d'ailleurs suffit à convaincre certaines maîtrises d'ouvrage de certains décideurs, il y a aussi un vrai intérêt pour, à partir de ces modélisations, sortir des indicateurs chiffrés, voilà, une batterie de coefficients qui soient mesurables, qui soient évaluables, pour comparer, par exemple, différentes variétés de projets et choisir la plus favorable en termes d'adaptation. Euh, la difficulté qu'on peut avoir avec ces outils, parfois, c'est comment on peut intégrer une dimension prospective. En fait, pour pas seulement faire une analyse à date, avec voilà, l'état existant, même l'état projeté, mais avec le climat à date, mais une projection à 2040, à 2050, à plus 2, plus 3 degrés, en intégrant les scénarios tendanciels dont on a parlé, là, de la TRAC ou du GIEC. Donc ça reste un peu une limite de ces outils aujourd'hui. Ensuite, après la phase de diagnostic, comment on intègre les enjeux d'adaptation dans la conception des projets? Ça rejoint tout à fait ce qu'on s'est dit sur le premier constat. C'est faire en sorte que les différentes compétences se parlent, se répondent, et très concrètement, dans la composition des équipes de maîtrise d'œuvre, dans la démarche de travail, c'est comme ça que ça se traduit. Ici, c'est l'exemple du projet de centre-bourg de Bassins. Donc, on est à côté de Bordeaux. Il y a de forts enjeux de requalification des espaces publics et d'espaces de voirie, support de mobilité entre le centre-bourg et la gare et future gare du RER métropolitain. Donc, il y a eu, et en phase un peu préliminaire et en phase conception, tout un travail vraiment de croisement des ambitions environnementales d'un côté, des ambitions de mobilité, pour vraiment avoir une stratégie croisée, vraiment au croisé de ces enjeux-là sur les espaces supports de mobilité. Un autre exemple qui me paraissait aussi intéressant à vous partager, que c'est une mission pareil, de maîtrise d'œuvre pour la requalification du boulevard Sautel à La Rochelle. C'est un boulevard d'entrée de ville assez caractéristique, fortement imperméabilisé, faiblement arboré, des niveaux de trafic élevés. Et et pour définir en fait les principes de recomposition de boulevard, à la fois en faveur de plus de végétation et plus de modes actifs, il y a d'abord le VRD qui a vraiment fait un travail assez fin pour en fait identifier les faisceaux de plantation possibles, surtout au regard des contraintes réseau, mais aussi pour avoir des plantations au plus proche des parcours actifs pour garantir autant que possible des déplacements ombragés et confortables. On a aussi pris en compte l'ensoleillement, le boulevard étant orienté vraiment est-ouest. En fait, un des principes de plantation qui a été retenu, c'est de vraiment renforcer le couvert arboré sur le trottoir nord, qui est plus exposé et qui, de cette façon, permet aux piétons et aux cyclistes de se déplacer à l'ombre.
Bon, ici, c'est un peu la même chose, je vais passer vite, mais c'est se dire que, en fait, toute la réflexion sur les aménagements piétons, les aménagements cyclables, elle peut elle-même, elle doit permettre de végétaliser, d'adapter les revêtements et de réduire le risque de surchauffe. Voilà, c'est pas une contrainte, mais c'est vraiment un levier pour s'adapter et pour réduire ce risque-là. Et enfin, voilà, si on doutait encore de ça, ou alors sur des aménagements existants, il peut aussi y avoir des actions menées a posteriori pour améliorer le confort des déplacements. Et pour ça, les campagnes de mesure ou de relevé de température, c'est généralement des outils assez efficaces. Encore une fois, à la fois pour sensibiliser et pour cibler peut-être des interventions plus localisées sur des endroits, des points chauds. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Marine pour ta présentation des outils et des retours d'expérience. Je crois qu'il n'y a toujours pas de questions dans le public. Vous inquiétez pas, en tout cas dans le public, on a du temps pour ça, donc n'hésitez pas à utiliser ce temps pour demander des précisions éventuellement sur les présentations. J'en profite, moi j'en avais une du coup. Tu disais à l'instant que le bureau d'études VRD sur le dernier projet a travaillé à identifier tous les faisceaux où on pouvait végétaliser, malgré la présence de réseaux, de contraintes, etc. Est-ce que ça, c'est venu d'eux-mêmes ou est-ce que ça a été une demande de quelqu'un, de vous, en tant que bureau d'études, par exemple? Alors, c'était pas une demande explicite de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est vraiment au fil des discussions entre membres du groupement qu'on est venu à faire ce travail-là. Après, on savait que c'était un contexte très contraint de boulevard, qu'il y avait beaucoup de réseaux. Donc voilà, il fallait en passer par là pour déterminer où est-ce qu'on pouvait planter. Donc ça s'est un peu imposé de fait au regard du contexte. Ok, très bien. Du coup, il y a des nouvelles questions dans le chat. Laura, je te laisse les relayer. Alors, Ingrid Collet, bonjour, tenez-vous compte des trames écologiques pour les opérations d'aménagement, trames vertes, bleues et noires? Oui, oui, tout à fait, hein. On prend ça comme une donnée d'entrée en essayant au maximum de les consolider, de les renforcer et surtout pas de les interrompre, quoi. Et Une autre encore une fois, question. pardon, ça rejoint complètement ce que j'ai présenté à la fin. C'est de dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas végétaliser ou privilégier les modes actifs. C'est vraiment les aménagements cyclables piétons doivent être un levier de végétalisation et d'adaptation. Donc les deux vont vraiment de pair dans cette réflexion pour concevoir des projets adaptés au changement climatique. Merci. Deuxième question. Le problème avec la plantation d'arbres quand on fait un nouvel aménagement piéton ou cycle, c'est que les arbres prennent du temps pour pousser. Comment résoudre ce problème? Alors malheureusement, j'ai pas de petites graines magiques qui font pousser plus vite. Oui, oui, c'est sûr que ça prend du temps. C'est pour ça que, en premier lieu, on essaye au maximum de conserver les arbres existants parce que ils ont comment dire, des qualités, des capacités que les jeunes arbres n'ont pas, que ce soit en termes de canopée, d'ombrage, de capacité de rafraîchissement de l'air. Donc, déjà, voilà, c'est un peu le principe de base. On conserve au maximum les arbres existants. Et s'il faut planter, oui, c'est aussi faire un peu une réflexion sur quel type d'arbres on plante, privilégier plutôt les hautes tiges avec un port étalé pour avoir plus d'ombrage, de faire attention au choix des essences qui soient adaptées au changement climatique, avec peu de besoin en eau. Enfin voilà, je ne dis pas que c'est évident parce qu'il y a souvent beaucoup d'arbitrage ou en tout cas de choix à concilier, mais voilà, comment dire, planter dans des conditions qui permettent un développement pérenne de l'arbre, il faut prendre en compte toutes ces caractéristiques. Une troisième question sur la diapo 52, d'où provient la fiche d'identification du risque d'inondation? Comment a-t-elle été construite? Alors, c'est une fiche qu'on a réalisée à l'agence et toutes les données, c'était vraiment une étude bibliographique, donc il n'y a pas eu
comment dire, de construction de données, c'est vraiment la recherche bibliographique, et la fiche, c'était l'outil pour synthétiser ces recherches-là. Et ça a été le choix de faire ça sous forme de fiche, justement, comme on a une fiche par type de risque, et ça permet d'avoir vraiment un aperçu assez rapide des différents risques en présence, de comment se caractérise l'aléa, et de toute la cotation du risque qui va avec. Mais c'est une fiche qu'on a construite sur la base de données bibliographiques. On a encore une dernière question, Chloé. Oui, on peut la prendre, on a du temps. Alors, les arbres existants ont des racines importantes qui abîment le revêtement. Je suppose que désimperméabiliser les parkings permet de limiter cet effet. Oui, effectivement. Entre autres, on sait que les revêtements type enrobé, etc., sont particulièrement sensibles au mouvement racinaire. Donc, il y a, et encore une fois, voilà, il y a toujours des arbitrages à concilier. Effectivement, si on veut rapprocher les parcours actifs des trames arborées pour avoir des parcours ombragés, bah, effectivement, les deux vont. Enfin, les deux doivent être réfléchis ensemble pour éviter que les arbres abîment le revêtement. Après, voilà, il y a d'autres considérations en termes de perméabilité, d'albédo. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et voilà, un complément. La végétalisation des parkings peut-elle se faire sans les quadrillages? Je suis pas sûre de comprendre. Les quadrillages, c'est en termes de matériaux, des dalles un peu alvéolées végétalisées. Je comprends ça comme ça. Je comprends la Oui, même chose. oui. Oui, c'est confirmé. Sans les quadrillages, il y a différents types de matériaux. Il y a les dalles alvéolées, c'est un des types de matériaux effectivement qui est adapté pour les zones de stationnement, pour faire ces stationnements en revêtement perméable ou semi-perméable. Il y en a d'autres. Ça peut être des bétons poreux, pavés poreux, des bétons de résine aussi qui sont assez imperméables, et qui ont des qualités en termes de, comment dire, de limitation de la surchauffe, plus que des enrobés drainants, par exemple. Donc voilà, il y a différents types de matériaux qui sont adaptés aux zones de stationnement en gardant ces qualités de perméabilité. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos questions. On poursuit sur la présentation suivante. Donc, Arwan Carfentin de Tisséo Ingénierie qui va pouvoir vous présenter qui est Tisséo et aussi le travail qu'ils ont mené sur la 3e ligne de métro, ainsi que Céline Cohen de Toulouse Métropole pour la partie espace public et abord des stations de métro. Eh bien, bonjour à tous. Donc je suis Arwan Carfentin, je suis responsable environnement chez Tisséo Ingénierie. Et donc j'ai en charge notamment depuis 2023 la mise en œuvre opérationnelle de la démarche d'éco-conception et des mesures environnementales pour la 3e ligne de métro de Toulouse. Donc en préambule, étant donné qu'on est 2 intervenants de 2 entités Tisséo aujourd'hui, je vous fais une petite présentation rapide de ce qu'on va dire l'environnement Tisséo. Donc tout à l'heure, vous aurez une présentation de Tisséo Collectivité. Donc Tisséo Collectivité qui est l'autorité organisatrice de la mobilité pour l'ensemble des communes qui sont sur la petite carte à droite. Donc Tisséo Collectivité, eux, ils conçoivent et développent la politique de mobilité, ils organisent le service de transport public, étudient et programment tous les nouveaux projets d'infrastructures de transport. Ils assument la responsabilité financière et ils sont propriétaires également des infrastructures. Et donc à ce titre, Tisséo Collectivité délègue à nous, donc Tisséo Ingénierie, pour la réalisation des projets, on va dire, les plus structurants, qui sont la ligne C, donc la 3e ligne de métro, le prolongement de la ligne B, le téléo, téléphérique urbain. Donc, il mandate Tisséo Ingénierie, donc nous, pour la conception et la réalisation des ouvrages. Et donc, nous, Tisséo Ingénierie, on va intervenir à la fois donc, en phase études et en phase travaux, et jusqu'à la livraison de l'ouvrage, où là, on donnera les clés, en gros, à la 3e entité qui est Tisséo Voyageurs, qui, eux, vont assurer l'exploitation et la maintenance du réseau. Donc, quelques chiffres sur la ligne C. Donc, c'est une ligne de 27 km qui s'étend de l'ouest toulousain, la commune de Colomiers, Blagnac, Toulouse, jusqu'à Labège au sud-est.
elle va comprendre donc 21 stations, alors 18 ouvrages annexes. Dans les ouvrages annexes, c'est principalement des puits d'accès secours pour les pompiers ou des puits de ventilation pour la ventilation du tunnel. Elle est composée donc à 80% de son linéaire en souterrain et 20% en viaduc sur la partie sud-est. Et la ligne C est certifiée HQE infrastructure durable en phase programme conception depuis 2023. Et on l'espère en phase réalisation, puisque l'audit réalisation aura lieu à la fin du mois de juin. Donc, on espère être certifié aussi en phase travaux. Donc, la ligne C est une infrastructure résiliente. Donc, effectivement, la ligne C elle a été conçue pour être une infrastructure résiliente en réduisant la vulnérabilité au changement climatique. Et pour cela, on a appliqué une démarche en plusieurs étapes. Qui est un peu une démarche, on va dire, classique, mais sur différentes étapes. Donc la première, c'est déjà de recenser tous les phénomènes météorologiques connus sur le périmètre, soit sur la région ou sur l'agglomération toulousaine. De prendre en compte aussi tous les scénarios dont vous a parlé Laure Valette tout à l'heure, d'évolution des changements climatiques, notamment à horizon 2050. Ensuite, d'analyser la vulnérabilité du projet à ces phénomènes climatiques extrêmes et les intégrer dans la conception. Et en dernier ressort, d'identifier les seuils de vulnérabilité du projet au changement climatique et de proposer éventuellement des mesures d'adaptation. Donc sur la première étape, donc on a recensé tous les phénomènes météorologiques extrêmes connus, donc je vous en ai listé quelques-uns. Par exemple, tout ce qui est lié aux crues et aux inondations, puisque la ligne C se situe dans le bassin versant de la Garonne et de l'Arsemort. Donc, on a pris en compte la crue de 1875, qui est une période de retour entre 200 et 500 ans. Les pluies intenses, avec notamment les pluies de tournefeuille qui ont lieu en 2014, avec 120 mm d'eau sur une heure. Et puis également tout ce qui est lié aux températures extrêmes, vents violents. Et puis, on a intégré également tous les scénarios d'évolution à horizon 2050 sur les mêmes thématiques, avec, par exemple, pour les pluies intenses, une augmentation du nombre de jours fortement pluvieux qui passe de 3 à 7 jours. Les températures extrêmes avec l'augmentation du nombre de jours moyens de chaleur, les canicules, les phénomènes de crues, inondations, etc. Donc ça, on a fait ce premier bilan-là. Et puis ensuite, on a intégré tous ces éléments pour concevoir l'infrastructure de transport. Donc, sur le sujet des pluies intenses, donc on a pris en compte à 2 niveaux. Donc, il y avait à la fois sur les stations terrées, où, comme vous pouvez le voir sur ici l'AVP de la station Jean-Rieux, les parvis des stations sont en point haut pour éviter justement l'intrusion de pluie d'orage dans les espaces souterrains. Donc, tous les parvis sont situés sur un point haut. Et puis, pour les parties aériennes en viaduc, c'est la pluie extrême de fréquence centenale qui a été prise en compte comme référence. L'idée, c'est d'adapter la hauteur de la plateforme ferroviaire pour éviter d'inonder les voies et de dimensionner également des pompes, puisqu'on a des tranchées où, en gros, le viaduc se transforme en tunnel, où on peut avoir potentiellement des fortes arrivées d'eau, et donc les pompes ont été dimensionnées justement pour les phénomènes extrêmes centenales. Donc, sur le risque inondation, on a donc plusieurs ouvrages de la ligne C qui se trouvent dans la zone inondable de la Garonne. Pour ceux qui connaissent Toulouse, dans la zone PPRI, on a les stations des Sept-Deniers, le garage atelier des Laturas, donc quand même un centre un peu névralgique de la future ligne C. Et on a des ouvrages également dans la zone TRI, donc on a pris en compte également la zone TRI qui est territoire à risque important, donc qui modélise une crue qui ne s'est jamais produite, mais une crue supérieure à 1000 ans. Et ça, c'est pour la station Pont-Jumeau. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations drones de la future station Sept-Deniers et du garage atelier. Donc sur le risque inondation, donc déjà on a mis en place des mesures en phase chantier. Donc on a demandé aux entreprises qui intervenaient de produire une procédure d'alerte crue. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette procédure? On leur a demandé de s'abonner à Vigicru et d'avoir des alertes en temps réel pour savoir dès qu'il y avait un risque inondation.
On leur a demandé aussi de définir des seuils pour lesquels qui vont de la mise en sécurité ou la mise en sécurité de tout ce qui est produits polluants, par exemple, qui sont mis au-dessus de la cote PPRI jusqu'à la fermeture complète du chantier. Donc il y a un certain nombre de seuils qui sont définis et qui seront activés en fonction du risque cru. Et puis on a mis en place des mesures constructives sur les ouvrages. Donc c'est le cas par exemple de la station semi-enterrée des Sept-Deniers avec la salle des billets qui est située au niveau de la cote PPRI. Donc on parle quand même d'une élévation du niveau de l'eau de plus 3 mètres. Donc en gros, je vous ai mis un petit schéma ici où on voit d'un côté la cote de 129,47 et la salle d'accès des billets qui est à 132,75, donc plus 3 mètres. Donc il faut savoir que ce risque est vraiment, c'est un aléa qui est également donc, lié à un risque de rupture de digue. Donc c'est vrai que c'est un risque qui est quand même très, très faible, mais qui doit être pris en compte dans la conception de l'ouvrage. Donc je vous ai mis une petite photo assez récente où on voit la station Sept-Deniers sortir de terre et on voit bien qu'elle est largement surélevée par rapport au futur terrain naturel. On a mis en place des mesures aussi sur le garage atelier des Daturas, avec tout ce qui est poste de contrôle, puisqu'il y aura un poste de contrôle centralisé également au niveau des Daturas. Donc tout ce poste et les bureaux sont situés au niveau de la cote PPRI. Donc tout ce qui est en dessous de la cote PPRI, donc il n'y a pas de bureau, c'est plutôt soit l'atelier ou le remisage des rames. La photo qu'on peut voir, c'est le bâtiment de remisage des rames, donc qui est transparent hydrauliquement. Donc ça, c'est une modélisation hydraulique qui permet de définir, donc en gros, l'inondation traverserait le bâtiment et ne serait pas bloquée par le bâtiment. Et puis, ce sont des clôtures rabattables. Donc, toutes les clôtures, donc les clôtures de sécurité en extérieur du garage atelier, toutes celles qui sont perpendiculaires à l'écoulement sont un dispositif rabattable pour éviter de bloquer ou de créer des embâcles en cas de crue. D'autres dispositions, en cas d'alerte, donc là c'est vraiment en cas d'alerte crue, on a des portes étanches. Donc là je vous ai mis un petit schéma, c'est plus pour les ouvrages annexes, donc tous les puits de secours, donc tous ceux qui sont situés dans la zone PPRI ont des dispositifs de portes étanches, donc pour éviter l'infiltration d'eau dans le tunnel. On a également une porte écluse, alors j'ai que des schémas puisqu'elle est en train d'être installée là en juin, donc c'est au niveau du garage atelier, donc c'est une porte écluse qui sera activée en cas d'alerte crue pour éviter l'intrusion d'eau dans le tunnel. Et on a des dispositifs de bâtard d'eau pour intégrer la cote TRI, donc au-delà de la millénale. Donc en gros, ce sera des bâtards d'eau manuels qui seront mis en place pour limiter ce phénomène extrême. Donc sur le risque inondation, on a également travaillé au niveau de l'herse mort. Donc l'enjeu est moins élevé puisqu'on est dans la zone PPRI, mais c'était une zone qui avait été définie avant la canalisation de l'herse mort. Donc on n'est plus vraiment dans cette zone PPRI, mais en tout cas, on a quand même mis en place des dispositions constructives, notamment en surélevant de 50 cm au-dessus du terrain naturel la station Aerospace Campus. Ensuite, on a intégré le risque de chaleur extrême. Donc ça concerne les sections aériennes, donc toute la partie viaduc, les stations aériennes ou les stations semi-enterrées. Donc il y a eu des études de confort thermique qui ont été réalisées, des simulations thermoaéroliques CFD, qui ont été réalisées donc, sur chaque station pour définir un certain nombre de dispositions pour la santé et le confort des voyageurs. Donc il y a en place un traitement thermique des vitrages des stations aériennes ou semi-enterrées. Les stations aériennes sont semi-ouvertes et ventilées naturellement. Donc, il y a peu de vitrage et aucun en plein sud. On en parlait tout à l'heure, mais la couleur blanche est utilisée, ou couleur claire en tout cas, pour maximiser l'effet d'albédo, proche de 1, et limiter l'impact du bâtiment sur les effets îlots de chaleur. Et ensuite, sur la ligne C, donc, il y aura la climatisation dans les rames, avec malgré tout une contrainte qu'on s'est fixée à 10 degrés entre intérieur et extérieur pour des raisons d'économie d'énergie. Et ensuite, le risque de chaleur extrême est pris en compte également pour l'exploitabilité de l'ouvrage.
avec les principales dispositions, c'est une régulation de la température pour les locaux techniques, inférieure à 40 degrés pour tous les risques par rapport aux composants électroniques nécessaires à l'exploitation. Et sur le viaduc, il y a une surveillance des ouvrages de dilatation de rails à partir d'une température journalière supérieure à 41 degrés. Donc les vents violents ont également été intégrés à toutes les parties aériennes, donc toujours pareil sur le même principe d'une étude de confort thermique. L'objectif, c'était de démontrer l'effet brise-vent des façades, puisque vous pouvez le voir. Donc ça, c'est les façades qu'on peut voir, puisque les stations sont sorties de terre, toutes les stations aériennes de la partie sud-est. Donc les façades sont perforées, ce qui permet une ventilation naturelle dans la station. Et l'objectif aussi, c'était d'avoir un niveau de confort satisfaisant pour les usagers à l'intérieur de la station, avec une réduction de la vitesse du vent de 70% dans les stations aériennes. Donc l'autre partie conception pour les vents violents, la modélisation a permis effectivement de dimensionner tous les ouvrages de génie civil, que ce soit les viaducs ou les stations, et également tout ce qui est exploitabilité, puisque en fonction de la vitesse du vent, il y a des préconisations qui sont mises en place, notamment une vitesse entre 30 et 35 mètres secondes. Il y a une limitation temporaire de la vitesse du métro qui est mise en place. Et dès que le vent dépasse les 35 mètres secondes, donc ce qui fait 126 km/h, il y a un rapatriement, une mise à l'abri de toutes les rames dans la tranchée couverte de Montaudran. Et voilà, j'en ai fini, donc je laisse la parole à Céline Cohen pour la partie espace public. Oui, bonjour à tous, merci Erwan. Donc je prends le relais sur la partie espace public au niveau des stations, sachant que je suis donc responsable de mission ligne C pour Toulouse Métropole. C'est-à-dire que nous avons une équipe projet à Toulouse Métropole qui travaille sur le projet ligne C aux côtés de TCO, des 3 TCO. Pour faire avancer le projet en assistance aussi sur les sujets, par exemple, de dévoiement réseau avant la réalisation des stations, les sujets de foncier sur les parties activités qui ont dû être relocalisées, des sujets de coordination au quotidien, notamment pendant le chantier. Donc, nous avons bien sûr le pilotage des espaces publics, puisque ce seront des espaces Toulouse Métropole lorsqu'ils seront livrés. Donc, les études urbaines ont permis de travailler sur ces espaces publics, y compris à la fois les parvis et aussi la perspective d'un développement urbain le long de la ligne C. Donc, ce qu'il faut savoir dans le contexte de ces sujets de prise en compte du changement climatique, c'est que Toulouse Métropole est signataire du pacte d'engagement des acteurs des infrastructures et de mobilité, qui est le volet travaux, espaces publics et infrastructures du plan climat, donc du plan climat de Toulouse Métropole. Auparavant, c'était la convention d'engagement volontaire entre les professionnels des travaux publics et de l'État qui ont inspiré ce document. Et donc, il a été décliné au niveau de la métropole et abouti à ce pacte d'engagement. Et donc, ce pacte d'engagement est là pour viser à préserver les ressources non renouvelables, à préserver la biodiversité, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la consommation d'énergie, réduire la consommation d'eau au maximum aussi. Ensuite, accroître la performance des entreprises pour que la performance environnementale, donc ça c'est lorsque on met des conditions dans les marchés publics pour que les entreprises soient respectueuses de tous ces sujets. Bien sûr, améliorer la sécurité routière, donc ça aussi, ça va dans le sens du confort sur l'espace public, des usagers sur l'espace public. Et ensuite, il y a des sujets, développement de la recherche, partenariat avec l'IDRIM pour travailler sur des innovations et trouver toujours des nouveaux matériaux ou des nouvelles manières de travailler et d'aménager l'espace public. Donc, c'est pour favoriser aussi l'économie circulaire et prendre en compte les objectifs du développement durable et des différentes lois qui en découlent.
Donc, par rapport à ça, tous ces engagements sont déclinés dans le travail au quotidien. Donc, sur la conception des espaces publics, pour revenir au sujet qui nous intéresse autour des stations de métro, il a été demandé dès le début du projet, dès la conception, donc 2018-2019, d'approfondir au maximum la ligne C et notamment au-dessus des stations, d'avoir un minimum de 2 mètres de terre pour pouvoir planter. Parce que je suppose que vous avez dû voir sur ligne A et B pour les Toulousains que ce sont des espaces assez minéralisés, pas beaucoup de plantations au-dessus des stations, puisque ça n'était pas possible à l'époque de planter des arbres, en tout cas de haute tige. Donc, les espaces publics futurs au droit des stations ligne C seront au maximum végétalisés, dans la limite, bien sûr, des émergences techniques, tout ce qui va émerger de la ligne, les accès, mais aussi les grilles de ventilation ou les trappes matérielles. En dehors de ces émergences techniques, on essaye de planter au maximum et d'avoir des trames vertes pour accompagner les modes actifs, piétons, vélos, jusqu'aux accès stations. Donc, on essaye aussi au maximum d'infiltrer les eaux pluviales dans les espaces verts, donc, pour favoriser l'évapotranspiration, lutter contre les îlots de chaleur urbains. On a un objectif de désimperméabiliser, d'avoir un minimum de 15% de surface en plein terre, mais souvent on est au-delà de ces objectifs. Donc voilà par exemple la station La Vache qui montre un grand parc urbain qui mène entre ligne C et ligne B et la volonté de végétaliser aussi un cheminement cyclable le long de la voie ferrée pour avoir à terme un parc ferré qui soit au maximum végétalisé. Au niveau des plantations, donc il y a un objectif aussi de compensation. Il faut savoir que Tisséo Ingénierie, au départ, avait identifié le besoin de couper 2500 arbres et d'en replanter le double, donc 5000. Petit à petit, il a été travaillé au fur et à mesure des années avant que le chantier démarre. Sur le principe éviter, réduire, compenser, la possibilité d'éviter au maximum de couper certains arbres qui étaient en limite du chantier, qui étaient peut-être nécessaires à l'implantation d'une base vie. Donc cela, on a travaillé avec TCO pour les préserver au maximum. Et petit à petit, au lieu de 2500 arbres impactés, l'objectif atteint a été 1600. Enfin, le chiffre a été de 1600 arbres impactés. Mais l'objectif est resté à 5000 au niveau de la compensation. Donc, ce qui fait qu'on va planter 3 arbres pour un arbre coupé. Et ces plantations, elles ont déjà débuté dès 2022 dans les périmètres autour de la ligne C, mais pas dans les emprises chantiers, bien sûr. Dans ces périmètres les plus proches, on a déjà commencé à planter des arbres. Toulouse Métropole, mais aussi les communes ont déjà planté des arbres pour commencer à petit à petit atteindre cet objectif. Donc sur Toulouse Métropole, on doit planter 3000 arbres à proximité de la ligne C. Et ça, c'est en plus des autres projets de plantation de Toulouse Métropole. Et voilà, dans les projets aussi, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on ne plante pas uniquement des arbres, mais aussi des strates basses pour le développement de la biodiversité, pour favoriser aussi l'évapotranspiration et la lutte contre les îlots de chaleur. On a aussi des sujets revêtements, donc Marine en a parlé déjà tout à l'heure. Pour lutter contre les îlots de chaleur, on a la possibilité aussi de travailler sur la couleur des matériaux. Donc nous, on a travaillé avec les usagers, notamment, pour trouver le meilleur compromis pour ne pas éblouir, mais pour ne pas non plus rester sur des surfaces sombres qui vont emmagasiner la chaleur et la restituer. Donc l'albédo des revêtements doit être compris entre 0,15 et 0,30. On a des prescriptions aussi de grenaillage systématique des enrobés et dans ces enrobés de rajouter des granulats clairs pour que lorsque l'on grenaille, l'enrobé devient plus clair. Notamment, on n'a plus d'enrobé noir sur la ville de Toulouse dans les nouveaux projets. Donc, il y a des fiches prescriptives de Toulouse Métropole qui existent et qui doivent être suivies. Et pour la ligne C, on a rédigé un cahier des charges qui va traiter de tous les sujets pour bien rappeler les prescriptions aux différents maîtres d'œuvre qui vont travailler sur les différentes stations. La réduction des émissions de CO2, de la consommation d'eau et de l'empreinte environnementale aussi, ce sont des choses qu'on regarde de près. La politique de gestion des déchets aussi au droit des chantiers.
l'utilisation de matériaux locaux, donc on va essayer d'utiliser au maximum des matériaux proches de Toulouse, hein, par exemple le granit du Tarn lorsqu'on est sur des matériaux nobles, des matériaux recyclés, biosourcés, donc ça peut être du béton bas carbone par exemple, et on va travailler sur la vitre perméable avec possibilité de travailler sur des matériaux modulaires, donc d'implanter des matériaux modulaires avec des joints perméables. Et ça permet l'infiltration des eaux pour éviter justement ce problème de ruissellement. On infiltre au maximum dans les espaces verts, donc là c'est plutôt un travail sur le nivellement. Voilà, je voulais dire aussi par rapport aux matériaux perméables qu'on va faire des tests de perméabilité sur des aménagements déjà réalisés sur cette dernière décennie sur Toulouse Métropole pour voir comment ça se comporte aussi au fur et à mesure des années si l'eau continue de s'infiltrer dans ces matériaux. Petite cerise sur le gâteau, donc la question a été d'avoir un fil conducteur sur les parvis, sur tous les parvis ligne C. Donc ce qu'on a proposé et qui a été retenu, c'est d'avoir un espace ombragé systématiquement au droit de chaque parvis, avec du mobilier de repos, des plantations, donc ombragé par des plantations, et une fontaine en haut qui permet à la fois de se rafraîchir, mais de récupérer l'eau résiduelle aussi. Donc pour proposer aux usagers un point de rencontre plutôt que d'avoir uniquement des usagers en passage au droit de ces stations. On travaille aussi bien sûr sur l'éclairage public, en utilisant au maximum des LED, en travaillant aussi sur des éclairages à détection pour réduire les consommations d'énergie, mais aussi pour ne pas impacter toute la nuit la biodiversité. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation à deux voix, à la fois sur l'infrastructure de métro en début d'intervention et à l'instant sur ses abords. On a pris un petit peu de retard sur le timing. Donc éventuellement, les intervenants, je vous invite à répondre aux questions dans le chat. Comme ça, on laisse le temps aux intervenants d'après de présenter. Est-ce que ça vous D'accord, va ok. comme ça? Ouais, Oui, merci. Ok. merci à vous. Alors, on passe à la dernière intervention. Je prends le contrôle. Donc, bonjour à tous. Je vais passer à la slide après. Donc, je suis Noé Dupuis, donc je suis chef de projet mobilité active chez Tissot Collectivité et j'ai en charge dans mes missions le pilotage du schéma directeur photovoltaïque de Tissot Collectivité. Donc on fera la présentation à deux voix avec Victor de Terre au Ciel qui prendra la suite de la présentation après moi. Je passe la slide. Donc, on est un peu en retard et Erwan a déjà présenté cette organisation. Juste pour être rapide, Tissot Collectivité, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité et syndicat mixte des transports en commun, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est propriétaire de l'ensemble des infrastructures de transport en commun et qu'on délègue la maîtrise d'ouvrage à Tissot Ingénierie sur les projets structurants de transport en commun, comme la ligne C que vous a présenté Erwan. Donc, en tant que gestionnaire de patrimoine, il y a des obligations réglementaires qui s'imposent à nous, qui arrivent. Donc, c'est des obligations réglementaires qui s'imposent à la fois donc surtout sur des ouvrages de stationnement extérieur. Donc, qui s'imposent à la fois sur des ouvrages de stationnement neufs, comme ceux que porte Tissot Ingénierie dans le cadre de la ligne C. Donc, on a notamment des parkings relais à proximité des infrastructures de métro qui sont concernés par ces obligations réglementaires d'ombrage. Donc, c'est des obligations réglementaires d'ombrage qui peuvent être déclinées soit sous une forme de végétalisation, la mise en place d'arbres, soit sous une forme d'ombrière, forcément photovoltaïque dans le cadre de la réglementation. Et donc, c'est des obligations réglementaires qui vont aussi s'imposer sur les parkings existants. Donc, nous, Tissot Collectivité, on est vraiment, en tant que maître d'ouvrage, obligé de décliner ces obligations sur les projets,
mais aussi sur notre patrimoine existant, qui est donc aujourd'hui exploité par Tisséo Voyageurs en régie. Donc Tisséo Voyageurs qui est un EPIC. Donc voilà. À savoir que ces obligations réglementaires, elles se sont structurées donc depuis 2023. En 2023, il y avait vraiment l'introduction de ces obligations d'ombrage, soit en végétalisation, soit en ombrière photovoltaïque. Depuis octobre 2025, ces obligations réglementaires, elles ont un peu évolué pour répondre à la réalité de l'existant. Et donc, on a la possibilité de mixer à la fois photovoltaïque et ombrage type végétalisation. Donc, l'objectif, c'est toujours de répondre à une obligation de 50% de couverture d'ombrage sur les parkings extérieurs. Mais on peut faire un mixte, donc on peut avoir 32,5% en végétalisation type arbre et 17,5% en ombrière photovoltaïque, sachant qu'il y a aussi des régimes dérogatoires qui peuvent être retenus. Donc, en tant que gestionnaire de patrimoine, et avec ces obligations réglementaires se structurant, on a donc mis en place au sein de notre direction chez Tisséo Collectivité, de la direction gestion du patrimoine et projet, 2 schémas directeurs, un schéma directeur photovoltaïque et un schéma directeur végétalisation et désimperméabilisation. Donc Victor va vous présenter la mission qui est celle de Terre au ciel dans le cadre du schéma directeur végétalisation et désimperméabilisation. Moi, je suis plus sur le schéma directeur photovoltaïque, mais on voit à travers notamment les obligations réglementaires que les deux sont très fortement imbriqués. Donc c'est pour ça qu'on fait cheminer les 2 schémas directeurs ensemble et qu'on a des réunions régulières de coordination entre ces 2 schémas directeurs. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple de notre patrimoine aujourd'hui. On a un certain nombre de sites sur lesquels on a fléché plutôt des installations d'ombrières type photovoltaïque. Donc on raisonne à l'opportunité. C'est à partir du moment où ces infrastructures elles sont à proximité des infrastructures de transport en commun dans lesquelles on peut autoconsommer l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on produit l'énergie photovoltaïque, on la réinjecte sur nos propres installations pour faire des économies d'énergie. On estime aujourd'hui que sur le projet Ligne C+, les projets qu'on pourra décliner sur le patrimoine existant, on sera en capacité à l'horizon 2030 d'autoconsommer environ 10%, entre 8 et 10% de l'énergie aujourd'hui qu'on achète. Donc, ce qui fait une économie d'énergie substantielle. Donc, un certain nombre de sites sont donc fléchés en ombrière photovoltaïque et un certain nombre de sites sur lesquels on ne pourra pas autoconsommer l'énergie et l'énergie photovoltaïque produite, finalement, on ne pourra pas en bénéficier pour faire des économies d'énergie. Elles sont plutôt fléchées, donc ces sites-là sont plutôt fléchés vers de la végétalisation. Donc sur la carte qu'on voit là, c'est l'ensemble des sites sur lesquels on a missionné Terre au ciel pour faire un diagnostic faisabilité de la végétalisation. On voit qu'il y a un certain nombre de sites donc, qui sont plutôt fléchés photovoltaïques, qui sont exclus de la mission de Terre au ciel. On a un certain nombre de sites où on a à la fois du photovoltaïque, mais aussi Terre au ciel qui est missionné, parce que c'est souvent des sites sur lesquels on a déjà du végétal existant déployé. Et donc, on introduit la notion de mix ombrière photovoltaïque, végétalisation sur ces sites-là. On peut par exemple sur la carte prendre l'exemple là d'Argoulet ou de Ramonville, sur lesquels on a à la fois une étude photovoltaïque et une étude végétalisation qui cheminent ensemble pour voir horizon 2027 si on fera les deux ou si on privilégiera plutôt une solution photovoltaïque ou plutôt une solution sur végétalisation. Donc je vais laisser Victor prendre la suite pour vous présenter un peu plus précisément la mission de Terre au ciel sur ce schéma directeur végétalisation. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'être rapide pour conclure ce webinaire. Donc, moi, je suis Victor Belloc. Je suis. Alors, excusez-moi, il faut que je prenne la main sur le diapo. Je suis chef de projet chez Terre au ciel, paysagiste concepteur. Associés. Donc rapidement pour nous présenter, nous on est un bureau d'études qui avons 2 pôles principaux autour de bureau d'études paysage et agriculture urbaine, avec une très forte sensibilité sur la question des sols vivants, de la requalification bioclimatique, c'est-à-dire de requalifier des espaces publics avec comme levier la désimperméabilisation, la végétalisation, avec des déclinaisons très vastes. Et une très forte sensibilité écologique et sur les dynamiques végétales. Je vais rapidement passer sur la question des phénomènes d'îlots de chaleur urbain. Donc, on a vu à travers les présentations que l'Occitanie était particulièrement concernée. En ville, on a vraiment des effets de dôme et des effets d'îlots plus localisés. Donc, nous, la mission qui nous a été confiée, c'est vraiment de travailler sur un schéma directeur avec à la fois le diagnostic, l'évaluation des sites,
comme l'a précisé Noé, donc en dehors des sites qui sont concernés par le photovoltaïque, ça concerne des sites exploités, donc parking relais, stations de métro, mais également tout un ensemble de fonciers qui ne sont pas exploités actuellement. On voit bien ici, donc sur ce schéma, finalement, que on voit bien les différentiels de température au regard du centre, de l'hypercentre dense, avec les effets de parcs ou de la végétalisation. Finalement, là où je vais insister quand même beaucoup, c'est sur les bienfaits de l'arbre et sur les effets de l'arbre, puisque c'est le principal allié, et on l'a vu dans les représentations qui ont été présentées. C'est quand même un organisme qui permet d'avoir énormément de bénéfices climatiques. Il capte quand même à peu près 50% des rayonnements solaires, 30%. On peut avoir un différentiel de 8 à 10 degrés sous une canopée importante. Ça rejoint aussi le différentiel qui était recherché sur la climatisation dans les métros. Donc vraiment un allié majeur. Pour répondre à la question rapidement sur la temporalité de l'arbre, en effet, il y a un temps long sur les arbres donc pour avoir cet effet, mais il faut planter aujourd'hui. Donc les politiques qui sont conduites aujourd'hui et la stratégie que TCO a suivi de planter densément à la fois sur les nouvelles infrastructures et sur l'existant, va dans ce sens. Il faut planter au bon endroit et bien. Ça, c'est les conditions pour qu'un arbre se développe vite et en bonne santé. Donc, c'est l'espace vital qu'on lui donne et le travail en amont d'études pour bien penser le projet de végétalisation. Donc, j'insiste, puisque finalement, on a vu qu'il y a beaucoup d'approches sur le bâti, les infrastructures, mais finalement, sur le végétal, il faut considérer ça également comme des éléments dans l'urbanisme qui doivent aussi intégrer des contraintes et des besoins pour pouvoir réussir une végétalisation pérenne. Sur le foncier de TCO collectivité, donc sur lequel nous avons travaillé, donc on a à la fois l'épée plus-R, donc qui concentre un peu les problématiques, on va dire, d'imperméabilisation et d'îlots de chaleur, parce que finalement il y a la nécessité, bien sûr, d'avoir des stationnements, puisque c'est des espaces multimodaux, donc il faut qu'il y ait des grandes capacités de stationnement et qui nécessitent du coup des surfaces minéralisées assez importantes, en tout cas artificialisées pour accueillir les véhicules. Les stations de métro, avec là aussi des contraintes liées au tunnel du métro et aux infrastructures souterraines, mais également à la fréquentation de certains sites et du fait que certaines stations sont multimodales aussi. Donc on trouve notamment beaucoup de stations de bus avec là aussi des contraintes. Et enfin, du foncier non exploité qui concerne quand même de très grandes surfaces qui correspondent soit à des acquisitions en vue de projets futurs, soit des reliquats fonciers liés à des grandes opérations. Donc là, on voit par exemple, c'est un petit CO collectivité propriétaire d'environ 10 hectares à Balma, lié à la fois à la création de la station de la ligne B au niveau de Balma-Gramont et aussi à la création de la ligne en site propre de bus. Voilà, donc un foncier aussi qui est très disséminé. Donc nous, notre travail dans le schéma directeur, c'est finalement d'arriver, après avoir diagnostiqué les sites, à faire des études de faisabilité et identifier les potentiels sur chaque situation pour proposer des scénarios à différents niveaux d'ambition que l'on va ensuite traduire dans un schéma directeur en priorisant selon aussi le niveau de problématique d'enjeu et pour l'intégrer dans un plan pluriannuel d'investissement qui pourrait se décliner donc un peu à l'image du schéma directeur photovoltaïque sur de très nombreuses années puisqu'on est quand même sur des temporalités longues dans le cadre d'infrastructures de transport. J'insiste, donc là je vous présente un peu les planches qu'on avait prévues, les planches types de diagnostic par site. Donc l'importance du diagnostic, ce qui a été évoqué aussi par Marine Gouezel là, sur le travail vraiment en amont qui est indispensable pour à la fois, donc là ici on a à la fois un diagnostic fonctionnel, comprendre comment les sites sont utilisés, l'accessibilité, un diagnostic architectural, un diagnostic bien sûr sur le niveau d'imperméabilisation, la végétalisation, et évidemment tout ce qui va relever des infras, donc des réseaux enterrés. Et on arrive aussi à l'élaboration de curseurs qui permettent d'évaluer à la fois le niveau d'imperméabilisation, la stratification végétale et le niveau d'îlot de chaleur urbain.
Donc ce travail diagnostique, il constitue presque une des missions les plus importantes avec la mission faisabilité. Il faut jamais négliger ce travail vraiment amont qui est indispensable pour la réussite des opérations. Ensuite, dans nos scénarios, donc on va retrouver un peu ce qui a été présenté précédemment, mais on a des situations quand même très contraintes. Là, on est sur un exemple d'un parking relais où on a à la fois des revêtements à très fort albédo imperméabilisés, sachant qu'en plus, on parlait tout à l'heure des revêtements perméables. Là, l'humidité est prisonnée par un revêtement perméable. Il y a des effets de condensat et de remontée par capillarité, d'où les systèmes racinaires qui adorent l'enrober. Donc, on va travailler vraiment sur plusieurs niveaux, avec bien sûr un travail sur les revêtements, mais aussi sur une stratification végétale et on le voit pas forcément en détail ici, mais sur l'espace vital des arbres. Donc, le travail en sous-sol sur des fosses en terre-pierre, sur élargir l'espace au sol et la sélection d'essences, bien sûr, et d'une diversité d'essences. On travaille beaucoup sur des essences d'avenir locales, mais on a aussi beaucoup d'essences qu'on est en train d'étudier qui proviennent plus d'Amérique centrale ou de l'arc méditerranéen pour essayer de trouver les arbres qui pourront être centenaires et supporter les conditions climatiques à venir. On va avoir également des interventions sur des sites qui sont lourdement imperméabilisés, parfois suivant des tendances anciennes, où là, on recrée au maximum des sols sur de très grandes surfaces et où on maximise l'effet d'îlot de fraîcheur avec un travail sur la stratification végétale et sur les sols vivants, puisque les sols vivants, il faut savoir, c'est à la fois des puits de carbone, ça permet de maintenir l'humidité dans les terres. Donc là, des exemples aussi où on a des propositions beaucoup plus volontaristes lorsque c'est possible. Alors, une des questions, ça a été vraiment, finalement, quelle intervention et quelle stratégie sur les sites non exploités qui sont déjà végétalisés. Donc là, on a aussi des propositions qui vont concerner la diversification des milieux, le fait de laisser des zones en libre évolution, puisque finalement, par rapport à des plantations, on peut aussi, à un moment donné, quand on a la possibilité, mettre en défense des zones pour laisser les dynamiques végétales s'exprimer librement et avoir des milieux résilients très résistants qui s'installent, mais aussi, ici, c'est un exemple au sud de Balma où on voit les propriétés de tissus collectivités qui sont aujourd'hui en prairies fauchées. Là, on a proposé d'engager une stratégie agricole. On a des effets aussi liés à l'irrigation, mais aussi à la diversification des cultures et des strates très importants sur le climat. Avec également la plantation, donc en accompagnement du site de transport en site propre, de grands alignements d'arbres. Et on voit ici une proposition qui va venir diversifier à la fois en termes d'occupation agricole, de forme végétale, mais aussi de proposer quelque chose qui va plus s'inspirer d'une stratégie de parc, c'est-à-dire utiliser ce foncier de manière à ce qu'il soit ouvert au public. Et là, on est dans le périmètre du Grand Parc de l'Hers, donc la réflexion est menée de manière complémentaire avec les équipes de maîtrise d'œuvre et du côté de Toulouse Métropole sur le déploiement du Grand Parc de l'Hers, où Tisséo finalement pourrait engager une démarche qui s'inscrirait là aussi dans la création d'un grand parc métropolitain qui participe à adapter la ville au réchauffement climatique et à améliorer aussi les conditions sanitaires sur ces espaces-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long, puisque je vois qu'on a bien débordé. Non, En très tout bien, cas, merci beaucoup. Ouais. avec plaisir. Je vous Merci remercie. beaucoup. Oui, merci à vous pour votre présentation. En effet, on a un petit peu débordé sur le timing. Alors, au niveau des questions, je crois que j'en ai pas vu en tout cas sur votre dernière présentation. Non plus, je te confirme, Euh, Chloé. ok, très bien. Bon, encore merci à vous deux pour cette présentation Ah si, aussi à deux voix. Ah, on a une petite question de dernière minute. Bonjour, j'habite Place des Carmes à Toulouse. Hier soir, à 1h du matin, il faisait encore 30 degrés. Dans mon appartement et balcon au R+3, j'ai appris récemment que le quartier des Carmes est le quartier le plus chaud de l'hypercentre. Y a-t-il un projet à venir pour améliorer la place pour le parvis-trottoir, la couleur du parking et meilleure végétalisation? Merci.
Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais j'ai habité au quartier des Carmes. Je connais bien la situation. Alors, si ça concerne les abords du parking, il y a le parking en lui-même, mais ça va être compliqué puisque les stationnements sont juste en toiture. Ensuite, sur le pourtour, alors je sais que le parking Carmes, il y a quand même le parking ouvert. Donc, il y a toujours pareil, il y a la question de l'usage des lieux et des contraintes. Donc, il y a beaucoup de livraisons, mais il pourrait y avoir en effet une intervention sur les revêtements qui sont aujourd'hui en bitume rouge. Je pense que, par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a tout un travail qui a été mené autour du quartier des Carmes, notamment au niveau du palais de justice, où il y a il y a une place qui a été désimperméabilisée, plantée. Sur les Carmes spécifiquement, je suis pas sûr que pour l'instant il y a un projet à l'étude, mais on pourrait y venir. Oui, voilà, place du Salin. Pardon. Ouais, il n'y a pas d'autres Céline, questions. Céline, vous Je- vouliez compléter ou... Non, je disais justement que je n'ai pas connaissance d'un projet Place des Carmes. Je me renseignerai, mais je ne pense pas que ce soit programmé à court terme, en tout cas. Voilà. D'accord, ça marche. Ce qui est intéressant en Place des Carmes, c'est qu'il y a eu, lors de la rénovation du marché, il y a quand même pas mal de temps maintenant, ils avaient planté des tilleuls. On voit aujourd'hui les tilleuls plantés il y a 20 ans qui se déploient largement. Donc et on peut comparer avec des tilleuls qui étaient présents avant. Où là, on voit la nécessité finalement, la temporalité de l'arbre, c'est 20 ans plus tard qu'on commence à avoir les bénéfices. C'est un exemple assez intéressant qu'on peut observer. Il y a vraiment des sujets d'âge très différents autour. Il y a une partie avec le métro en dessous, donc je suppose que là, c'est plus compliqué. Bon, mais très bien, merci encore pour ça. Merci à toutes et tous pour vos interventions et pour le public aussi pour vos questions. Laura, je te laisse peut-être présenter les prochains événements. Neb. Oui, tout à fait. D'autres événements sont à venir, notamment un webinaire le 3 juillet prochain sur les financements européens par les points de contact nationaux du NEB qui sont effectivement portés par la Commission européenne. Vous aurez également 2 retours d'expérience d'équipes projets qui ont déjà répondu à ces financements et qui ont obtenu effectivement des moyens. Et puis l'organisation du Festival du Nouveau Bauhaus en Occitanie, prévu les 7 et 8 octobre prochains à Nîmes. Ce festival a vocation à devenir l'événement régional de référence pour incarner et diffuser les valeurs du NEB. Et la programmation sera particulièrement innovante en plein centre ancien de Nîmes, avec des conférences, des animations, des visites et déambulations, des spectacles, concerts, etc. Donc inscrivez-vous. Vous avez déjà la billetterie qui est ouverte. Très bien, merci Laura. En attendant ces événements, on vous invite à consulter nos événements et nos ressources sur le site internet d'Envirobat Occitanie, mais aussi sur la page qui est dédiée au NEB. Donc vous retrouverez tous les replays de webinaires sur plein d'autres sujets, des fiches aussi techniques et des actualités sur les financements. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci encore d'y avoir participé. Un grand merci aux intervenants pour leur temps et pour leur mobilisation. Un petit mot aussi sur Envirobat Occitanie, pardon. Donc pensez à rejoindre aussi le réseau et à nous soutenir en adhérant. Ça vous permet de suivre nos actualités, de participer à nos futurs événements. Voilà, et à très bientôt pour le webinaire du 3 juillet sur les financements NEB. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.